Bonjour mesdames et messieurs, bon appétit si vous êtes à table, c'est l'heure du journal de Burkina-Info. Au sommaire, crash d'Air Algérie, les membres de la commission d'enquête et les familles des disparus ont dit merci hier à la presse nationale pour tout le travail abattu depuis le drame. Un centre de dépotoir d'ordures illégal à Saint-Aba dérange énormément les riverains. Ces derniers appellent les autorités communales à se pencher sur ce problème, des plaintes que vous entendrez au cours de ce journal. En sport, 28 prix ont été décernés hier aux acteurs du championnat national du football burkinabé. Et c'était durant la nuit des lauréats. Bienvenue à ce 13h. Les travaux de la commission ad hoc de la validation des dossiers de candidature pour les législatives ont pris fin ce matin. Il ressort que 1030 listes de candidatures ont été déposées par 81 partis et formations politiques et 19 regroupements d'indépendants. La publication officielle de la liste est attendue pour le lundi. On peut tout de même retenir que le PRDF, au niveau du PRDF, celle de la liste du Gourma a été invalidée. Pour le PF, le parti Fassocrate, la liste du Kadiogo a été invalidée. Pour le PRIT Lanaya, c'est la liste des Banwa qui a été invalidée. Et c'est donc ces informations que nous pouvons retenir avant donc la publication officielle de la liste des candidatures pour les législatives. La Haute Cour de justice est bien fonctionnelle. Elle compte même statuer sur des dossiers avant la fin de cette année. C'est le procureur près de la Haute Cour de justice qui l'a annoncé durant des échanges avec des journalistes. Le compte-rendu avec Joël Zoundi. 10 dossiers sont déjà parvenus à la Haute Cour de justice depuis la mise en accusation du président du Faso et du dernier gouvernement par le Conseil national de la transition. L'information émane du procureur général près la Haute Cour de justice, Arma Ouedraogo. Il y a 10 dossiers qui sont arrivés. Il y a un dossier collectif, ça c'est tous les membres du gouvernement. Ça c'est par rapport aux événements qui ont eu lieu les 30 et 31 octobre ayant entraîné des morts, des blessés, etc. Ça, c'est un dossier collectif, tous les membres du gouvernement, sans exception. Le deuxième, après ça, les autres dossiers, maintenant, c'est les dossiers individuels de certains ministres, pour des faits de détournement, etc., qui sont également parvenus. La commission d'instruction est à l'œuvre et selon le procureur, les premiers jugements pourraient intervenir d'ici la fin de l'année. La commission de l'instruction existe, elle a été mise sur place, elle est saisie. Elle est saisie de ces dossiers-là et même elle a commencé déjà à les élaborer, à les étudier et certainement que dans les quelques jours, elle va commencer à poser des actes. Je pense que d'ici la fin de l'année, et en tout cas d'ici la fin de la transition, parce que quand même, il faut rendre honneur à ceux qui ont mené, qui ont remis sur pied, ceux qui ont repositionné la Haute Cour de justice. Je pense que si on peut gérer de ce qu'un ou d'autres dossiers, pendant qu'ils sont encore là, je pense que c'est bien. Réagissant sur l'amnistie de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, le procureur Arma Ouedraogo, près la Haute Cour de justice, confie que la loi est formelle. On dit la période d'amnistie, ça va de 1900, on dit les chefs d'État, de 1960 jusqu'à la date d'adoption de la loi d'amnistie. Et la date d'adoption de la loi d'amnistie, c'est 2012. C'est le 10 juin 2012, je pense. C'est 2012. Les faits qui arrivent en 2014, les gens continuent à parler d'amnistie. Non. Si on avait dit que les chefs d'État étaient amnistiés pendant tout leur mandat, etc., là, d'accord. Non, on dit que ça commence en 1960. Jusqu'à la date d'adoption de la présente loi d'amnistie qui est de 2012. Donc, si Blaise est poursuivi pour des faits qui datent de 2015, est-ce qu'on peut parler d'amnistie? Titre du recours introduit par un groupe de députés auprès du Conseil constitutionnel pour dénoncer l'illégalité de la mise en accusation. Nous, on commence parce que le Conseil n'a pas encore décidé. Si le Conseil décide, les juges savent quelle est l'interprétation. Parce que devant la Haute Cour de justice, il y a ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, qui veut dire que lorsqu'une des parties soulève l'application d'une règle constitutionnelle devant le juge judiciaire, il faut surseoir à statuer et vous interroger le Conseil constitutionnel pour savoir la conduite à tenir. Créé en 1995, il a fallu une relecture de la loi instituant la Haute Cour de justice en février 2015 pour la rendre opérationnelle. La nouvelle loi, dont le toilettage a débuté en février 2015, a été promulguée par le chef de l'État au mois de juin dernier.
Malgré cette opérationnalisation, ils sont nombreux, les Ouagalais, à se demander comment fonctionne la Haute Cour de justice. Des éclaircissements dans cet élément de Joël Zoundi. Avec la promulgation de la nouvelle loi sur la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice par le président du Faso, Michel Kafando, le 25 juin dernier, elle connaît depuis le 4 août 10 dossiers de mise en accusation, dont 9 individuels et importants sur l'ensemble du dernier gouvernement, avec à sa tête Luc Adolphe Tiao. Allons à la découverte de cette juridiction spéciale avec son procureur général, Arma Ouedraogo. Quand le procureur se rend compte qu'il y a un membre du gouvernement, un justiciable de la Haute Cour, un justiciable de luxe, c'est un justiciable parmi, il saisit le procureur général près la Cour de cassation qui joue le rôle de courroie de transmission. Et le procureur général près la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale pour que le vote de la résolution puisse avoir lieu. Outre le procureur de la Cour de cassation, le juge d'instruction peut aussi actionner la saisine de cette haute cour de juridiction. Maintenant, si c'est le juge d'instruction, dans ses enquêtes, à l'occasion d'un dossier, qui a découvert également, lui, il saisit le procureur parce que c'est ça la procédure. Quand c'est un juge d'instruction, il saisit le procureur d'abord, le procureur saisit le procureur général et le procureur général saisit l'Assemblée. Les citoyens peuvent aussi le faire, mais par l'intermédiaire d'une plainte adressée au président de l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsque c'est une plainte qui est directement adressée au président du Conseil national de transition, parce qu'une plainte, quelquefois, ce n'est pas étoffé, on a connaissance d'un fait, on porte la connaissance pour dire parce que ça concerne les ministres. Et le président de l'Assemblée nationale, dans ce cas, il saisit le procureur général, qui fait procéder à une enquête par la gendarmerie, une enquête complémentaire, et ensuite on lui retransmet pour qu'il fasse voter la résolution de mise en accusation. Si des fautes nouvelles sont découvertes pendant l'instruction du dossier, il faut encore faire recours à l'Assemblée nationale pour prendre en compte ces infractions. En plus de détournement du deniers publics pendant l'instruction, on se rend compte que non, en fait, il y a d'autres fautes encore qui ont été découvertes à l'occasion. La loi dit quand c'est dans ces conditions-là, on nous a saisi pour la faute de détournement de deniers publics, on ne nous a pas saisi pour les fautes secondaires qui viendraient à se révéler pendant l'enquête. Donc, ces éléments nouveaux-là, on demande à l'Assemblée nationale encore l'autorisation de la mise en accusation avant de pouvoir ajouter ça à la première infraction et puis continuer l'enquête. Créée en 1995, la Haute Cour de justice ne disposait pas de sièges ni de moyens matériels et humains pour mener ses activités. Les justiciables de luxe de cette instance juridictionnelle sont logés à la même enseigne que les prévenus de droit commun s'ils venaient à être inculpés. La commission d'enquête sur le crash d'Air Algérie remercie la presse nationale pour le travail abattu depuis le drame en juillet 2014 jusqu'à nos jours. Et c'est au cours d'un dîner de presse hier à Ouagadougou que les hommes de médias ont été gratifiés. Hassan Nakrou. Des tables garnies de champagne, de boissons de toutes sortes et de gâteaux pour ne citer que cela. Nous sommes en plein cœur d'un dîner gala en l'honneur des journalistes ayant contribué fortement à la couverture et à la diffusion du triste événement du 24 juillet 2014, le crash Air Algérie. Un dîner placé sous le signe du remerciement à l'endroit de la presse pour les efforts abattus. Toute l'équipe se joint à moi. Les membres de l'association se joignent à moi pour vous dire grandement merci pour votre grande contribution. Nous avons donné à travers vous des informations. Je pense que le travail que vous avez fait a fait en sorte que nous réussissions notre boulot, notre travail. Et cela a été très important, cela a été très apprécié. Et si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que nous serions arrivés à cet objectif que nous avons atteint. Donc, une fois de plus, ce petit repas, c'est pour vous dire merci. Nous n'avons peut-être pas grand-chose à vous donner, mais ce que nous vous offrons ce soir, c'est du fond de notre cœur. C'est du fond de nous-mêmes que nous offrons ce petit repas. Une reconnaissance partagée aussi par les parents des victimes qui n'ont ménagé aucun effort pour participer à cette cérémonie. Nous, parents des victimes, nous sommes très reconnaissants à la presse, aux médias, parce que vous nous avez soutenus depuis les nuits fatidiques du 24 juillet 2014. Dès les premiers instants, vous êtes à nos côtés. Vous avez su mobiliser les autorités politiques, les autorités administratives,
les autorités coutumières. En gros, vous avez mobilisé et sensibilisé toute la population burkinabé et même au-delà. Des remerciements pour le travail effectué, mais aussi un rappel à plus d'ardeur au travail dans leur métier, car beaucoup reste à faire concernant ce crash air Algérie pour les victimes. 8 août 2015, il y a un an, l'OMS déclarait la fièvre Ebola, urgence de santé publique de portée mondiale. À partir de ce moment, la mobilisation pour contrer le virus a pris une envergure internationale. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui a causé la mort à plus d'1 millier de personnes en Afrique de l'Ouest, est pour le moment au plus bas de son niveau. Toutefois, le virus est toujours là, selon l'OMS. Débuté mercredi, les travaux du groupe de travail technique sur l'accord tripartite de rapatriement volontaire des réfugiés maliens ont pris fin hier. Il s'agissait d'étudier comment garantir le retour volontaire des réfugiés dans leur pays en accord avec le respect des droits humains. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Ibrahim Zongo. Dans le cadre du suivi de l'accord tripartite Burkina Faso, République du Mali, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que la présente réunion a été initiée. Deuxième du genre, après celle de Bamako, tenue les 7 et 8 avril 2015, elle s'inscrit dans la logique des rencontres trimestrielles de la commission tripartite. Rencontre qui procède à l'examen périodique des questions liées au processus de rapatriement organisé des réfugiés maliens. Actuellement, c'est l'état des lieux qu'on va faire, puisque l'accord tripartite qui a été signé a posé les conditions pour un rapatriement volontaire organisé. Donc, c'est pour cela que la présente réunion va consister d'abord à faire l'état des lieux et voir, comme son nom l'indique, où nous en sommes au Mali, où nous en sommes avec les préparatifs. Vous savez bien que pour reconstruire, ce n'est pas chose aisée. Et par exemple, la sécurité et tout ça, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'on parle d'un rapatriement volontaire et organisé. Toujours présent aux côtés des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés entend jouer pleinement sa partition au cours de ces 48 heures de travaux. Le HCR a pour mandat de protéger les réfugiés. Donc notre rôle ici, c'est de veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour que les réfugiés puissent rentrer dans la paix, la sécurité et la dignité. Donc, pour nous, c'est important aussi de veiller à ce que lorsque les réfugiés rentrent, qu'ils puissent avoir accès aux services de base. Nous sommes là pour discuter avec la partie malienne, parce que nous devons aussi les écouter. Certainement qu'il y a en bonne voie une amélioration de la situation sécuritaire là-bas. Nous suivons tous, mais évidemment, nous devons écouter la partie malienne pour savoir ce qu'ils sont en train de proposer, quelles sont les échéances de mise en œuvre de certaines activités dans les zones de retour. Les conclusions de cette rencontre tripartite permettront de tout mettre en œuvre pour un retour paisible des réfugiés au Mali. En décembre 2012, au temps fort de l'invasion islamiste au nord du Mali, de nombreux Maliens ont trouvé refuge ici, au Burkina Faso. Depuis lors, ils vivent parmi nous et essaient tant bien que mal de s'intégrer. Ibrahim Atayer est un réfugié malien. Il nous explique comment est-ce qu'il vit au Burkina Faso. Max Gombré, reportage. Victime de la crise malienne, ce réfugié malien vit au Burkina Faso depuis mai 2012. Venu chercher asile au Faso, Ibrahim Atayer essaie tant bien que mal de s'intégrer dans le tissu social burkinabé. Je suis venu au Burkina Faso pour justement chercher un asile en raison de la crise malienne. La crise qui s'est vue au Mali, je suis originaire de la région de Gao, dans le grand nord du Mali. Je suis réfugié statutaire. Et parallèlement, je travaille dans la santé des réfugiés, dans le volet assistance santé et en tant qu'agent communautaire au CSPS de Mentao. Pour ce qui concerne les conditions de vie au pays des hommes intègres, elles sont loin d'être favorables, mais acceptables à en croire ce réfugié. La vie n'est pas facile en tant que telle pour un réfugié, qui plus est dans un pays pas des moins riche, le Burkina Faso, et l'assistance elle est à minima, l'assistance HCR
c'est juste de quoi survivre, sinon c'est vraiment le minimum, quoi. Son seul désir est de rejoindre le bercail, mais pour l'heure, selon lui, la situation qui y prévaut n'est guère rassurante. Personnellement, la situation ne me rassure pas du tout, d'autant plus qu'il y a moins de 72 heures. On apprend encore par les médias qu'une des localités de la région de Tombouctou a été victime d'une attaque des intégristes djihadistes et que jusqu'ici nous ne voyons pas l'application de l'accord de paix signé entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles dits de la Zawad. Donc rassuré, je ne le suis pas du tout. Ibrahim Hag Attaher, reconnaissant envers les autorités burkinabées pour l'accueil et le traitement dont ils bénéficient dans le camp de Mentao, invite par ailleurs la commission tripartite à tout mettre en œuvre pour que tous les réfugiés maliens puissent regagner leur pays afin de recommencer une vie normale. Et pour parler des réfugiés maliens, nous recevrons en fin d'édition, dans la partie invitée, Michel Soma, qui est le coordonnateur de la Commission nationale chargée des réfugiés. Et à propos de la situation au Mali, 12 morts, 5 militaires maliens, 4 terroristes, 3 civils. C'est le bilan d'une prise d'otage dans un hôtel hier à Sévaré, dans le centre du Mali. Un bilan communiqué tôt ce matin par le gouvernement de Bamako. Pour l'heure, l'identité des assaillants et leur nombre exact reste inconnu. 7 suspects auraient été arrêtés, toujours selon le gouvernement malien. Le peuple ivoirien commémorait hier 7 août sa 55e ascension à l'indépendance. Nous avons voulu comprendre comment la diaspora ivoirienne présente au Burkina Faso vit son niveau d'intégration. À cette occasion, Gaël Rodrigue est allé à leur rencontre. Je vous invite à suivre son reportage. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui ont choisi le Burkina Faso comme terre d'accueil à la recherche d'un meilleur lendemain. On les retrouve dans plusieurs domaines d'activité dans la ville de Ouagadougou, dont le secteur informel. Ça fait 3 ans, nous rentrons maintenant dans la 4e année. Et la restauration, je m'y plais dedans. Parce que d'abord, la cuisine, c'est ma passion à moi, c'est ma vie. J'aime ça, j'aime quand les gens savourent ma nourriture. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, vraiment, j'aime la restauration. Et je me sens dedans, je me plais dedans. Je suis devenue une Burkinabé d'adoption, comme je peux le dire. Donc j'ai plein de clients burkinabés, comme ivoiriens, comme diaspora, vraiment. Voilà, qui apprécient vraiment la nourriture ivoirienne, qui aiment vraiment le foutou, la sauce graine avec la pâte de bœuf. Bon, ça me fait 5 ans, bientôt 6 ans que je suis ici. C'était de la coiffure, bon, je peux dire Dieu merci. Depuis qu'on est arrivé, ce n'était pas même ce qu'on dans les débuts, mais aujourd'hui, Dieu merci, tout va bien. On a la santé, le reste, Dieu va faire ça après. Ah bon, c'est au niveau de la coiffure, ça dépend de la volonté de chacun. Voilà, moi je préfère la coiffure d'homme que homme. Donc c'est dans ça que je m'exprime beaucoup. Voilà. C'est un métier que j'aime. Selon la communauté ivoirienne, la plupart de leurs ressortissants sont malheureusement confrontés à des difficultés, faute d'identification et se retrouvent le plus souvent dans des situations précaires. Les Ivoiriens résidant au Burkina Faso, je sais qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30 000, voire 35 000 Ivoiriens. Et la plupart de nos sœurs ivoiriens et ivoiriens qui viennent sont dans le secteur informel. Surtout, ils travaillent dans les maquis et tout ça. Donc avec eux, au sein de la communauté, on a des sérieux problèmes de pouvoir les canaliser. Donc je demande à ce qu'à chaque fois qu'ils viennent se faire identifier au sein de la communauté ou au sein de l'ambassade. Se fait identifier comme ça, même si on sait qu'on ne peut pas gérer tous les problèmes au même moment, on pourra au moins faire face à ceux qui sont identifiés qu'on connaît. Satisfait du pays d'accueil, la communauté ivoirienne invite ses compatriotes à poser des actes de paix à l'endroit de leurs frères burkinabés. À présent, direction Bobo-Dioulasso, où la coopérative de la Renaissance vient en aide aux femmes vulnérables de la ville. Elle a lancé mardi un projet de création de pépinières au profit d'une 40aine de femmes. Des précisions avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Josias Dabiri.
Dans le cadre de la promotion de l'emploi vert des femmes, la coopérative de la Renaissance de Bobo-Dioulasso a lancé officiellement le mardi 4 août 2015 un projet de création de pépinières au profit des 30 femmes vulnérables de Bobo-Dioulasso. On a fait la formation avant de commencer à faire la pépinière et concernant les légumes. Et puis on a enlevé les herbes, puis on a fait ce qu'on a planté. Pour nous, on veut que le travail nous aide à nous sortir de la pauvreté. Financé par la fondation Prosalidar Onlus de Rome, le projet s'étend sur une période de 36 mois au bout duquel les bénéficiaires devraient pouvoir s'autonomiser en matière de création de pépinières. À travers ce projet, l'accent sera mis sur la maraîchère-culture et surtout la production de pépinières de moringa pour une exportation prochaine vers les pays d'Europe et d'Asie. C'est des produits bio, donc des produits qu'on peut trouver un marché en Italie et en Europe en général. Des produits faits avec des espèces qui sont naturelles en Burkina. Donc produire une pépinière et transformer avec de nouveaux marchés. Les nouveaux marchés sont, je fais un exemple, mais il y a beaucoup de choses qui on peut citer. Exemple, les feuilles et les graines de moringa, qui sont très appréciés en Europe, mais je crois qu'il y a des demandes même en Chine, même en Japon. Le moringa, c'est un produit naturel qui ici se développe très vite et il peut donner de bons résultats. À l'issue du lancement officiel, une visite guidée de l'espace de la Renaissance où est logé le projet et les travaux de création des pépinières a permis aux autorités de voir de près les potentialités du projet. Restons toujours à Bobo-Dioulasso où une enquête sur la mobilisation des ressources fiscales dans les communes des Hauts-Bassins a été diligentée par le Conseil régional et l'Agence régionale de développement. La restitution des travaux de l'étude s'est déroulée les 3 et 4 août. Josias Dabiré pour plus de précisions. Dans un pays comme le nôtre où l'essentiel de son budget repose sur les recettes fiscales, des problèmes se posent cependant quant à la mobilisation des ressources fiscales. Afin de cerner les obstacles autour de la problématique, le Conseil régional des Hauts-Bassins, en collaboration avec l'Agence régionale de développement de la région, a mené une enquête diagnostique sur la mobilisation des ressources fiscales dans les communes des Hauts-Bassins. Conduite par le cabinet GBS Consult, cette enquête a été l'objet d'un atelier de restitution les 3 et 4 août 2015 à Bobo-Dioulasso. Ces 2 jours nous ont permis de passer en revue un peu les résultats de l'enquête qui a été menée par un bureau d'études, comme nous l'avions dit. Alors, les échanges ont été très fructueux, très riches, parce que les gens ont donné des cas pratiques, ont donné des réalités, des difficultés qu'ils connaissent dans leur localité. Donc avec ces échanges, il s'est trouvé qu'effectivement, les gens ont dit voilà la solution que nous avons trouvée au problème que vous soulevez. Les participants composés des cadres du Conseil régional des impôts, du Trésor, des secrétaires généraux des communes des Hauts-Bassins, des comptables des communes et des OSC ont également apprécié à sa juste valeur les résultats de l'enquête en ce qu'ils leur permettent une nouvelle stratégie d'approche pour la mobilisation des ressources. Voilà, ça a permis quand même aux communes qui avaient des difficultés de recouvrement des taxes de s'inspirer des expériences des autres communes qui n'ont pas ce problème. Donc en réalité c'est un partage d'expérience qui vraiment nous permettra de découvrir assez de ressources financières pour les activités de développement de notre commune. Et notre participation en tant qu'OSC, et ce que nous avons apprécié, c'est d'abord une fois que les stratégies de mobilisation et ce qui a concerné vraiment les OSC, nous voyons que les questions de communication, il faut d'abord renforcer les capacités des OSC. À l'issue des 2 jours de travaux, des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer le recouvrement des impôts dans les 33 communes qui comptent la région des Hauts-Bassins. Il y a d'abord la mise en place d'un comité régional de suivi de l'enquête diagnostique. Alors, il y a également l'instauration, ou du moins de rendre obligatoire plus ou moins les journées d'interpellation qui consistera à demander aux présidents des collectivités de venir présenter un peu leur compte administratif, qui permet aux populations de suivre exactement ce qu'elles font. Il y a également des taxes qui sont recouvrées, qui malheureusement
dans la loi, elles sont destinées aux collectivités territoriales, mais ne sont pas reversées. Elles ont parlé de la taxe superficielle sur les taxes minières qui doivent être reversées. Il y a d'autres taxes comme ça qui ne sont pas reversées. Des journalistes et des acteurs de la société civile ont été formés hier à la transparence budgétaire à Bobo Dioulasso. La formation initiée par la Banque mondiale visait à les outiller à l'utilisation d'un outil d'analyse du budget de l'État. La finalité recherchée était d'apporter une plus-value à l'efficacité et l'efficience de l'exécution de la dépense publique. Parlons société maintenant. Insalubrité à Ouagadougou. Des habitants du quartier Samba n'en peuvent plus d'un centre de dépôt d'ordures en plein milieu des habitations. Face à ce problème, ils lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités communales. Ibrahim Sanou. Des tas d'ordures stockées au milieu des habitations. Tout autour des maquis. Non loin de là, une crèche maternelle qui accueille des enfants de 3 mois à 3 ans. Les habitants de la zone se plaignent. C'est à Saba que se trouve ce centre de dépôt. Vous voyez tout autour de ce tas d'ordures-là, il y a des lieux d'habitation, il y a des crèches pour enfants. Et ça y est là, avec le vent, avec les eaux de pluie, réellement nous craignons que ça devienne maintenant un cas de santé publique. Et nous souhaitons de tout cœur qu'on vienne ramasser ça au plus tôt parce que c'est vraiment immense. Et nous craignons pour la vie de nos épouses, de nos femmes et puis de nous-mêmes. Nous pensons qu'on ne peut pas vivre avec un tas d'ordures comme ça, avec des maquis à côté, hein, des buvettes, des crèches pour enfants, des lieux d'habitation. C'est vraiment dangereux. Il y a un autre tas d'ordures qui est environ à 500 mètres d'ici, qui est encore plus grand, et il y a des gens autour. Et nous ne comprenons pas ça. Sincèrement, ce n'est pas intéressant parce que vu même le deuil qui se dégage, et en plus, si vous l'avez remarqué, quand il pleut comme ça, c'est vilain à voir. Et du moins, il y a des maquis aux alentours. Bon, je pense que c'est mieux pour les autorités qui n'ont qu'à trouver une solution. Soit même lancer une campagne pour qu'on puisse ramasser les ordures. C'est mieux. Puisqu'ils ont lancé une campagne et puis ils ont amené. Et puis lancer même campagne pour qu'on les avance encore. Il y a plein de serpents dans les ordures là. Surtout vers 11h comme ça, chacun se cherche pour entrer dans les maisons des voisinages que je suis là. Même la fois dernière, on a tué au moins 2 serpents ici. Ils voulaient rentrer dans la maison du voisin et puis on les tué. Ça dérange les clients. Puisque des fois, si le vent attire vers là, si les clients sont là, ils disent que ça sent. J'ai dit que ce sont les ordures là. Bon, ce que nous on veut seulement, ils n'ont qu'à venir ramasser. Sinon, comme ça, là, ça peut nous donner des maladies. Il y a des serpents qui rentrent aussi, donc c'est pas bon avec les gens qui sont autour de ça. Mais qui est responsable de ce site de dépôt qui dérange autant la population? Alors, quand on passe de l'autre côté, on voit qu'il y a une plaque qui est là et qui indique que c'est le ministère même qui est responsable de ça. Donc, d'un côté, on sensibilise les gens sur le danger des sachets publics, des sachets en plastique. Et de l'autre côté, on vient entreposer ça pendant longtemps. Je peux dire que c'est la commune, parce que c'est la mairie qui s'occupe de ça, si je ne me trompe pas. Je pense oui. Parce que c'est la commune qui avait subventionné où les gens envoyaient et stockaient. Et là maintenant, on ramassait pour venir mettre ici. Mais au début, ils avaient commencé à ramasser. C'est pas pourquoi ils ont arrêté. Là, on ne sait pas, on regarde comme ça. Tu n'as qu'à voir parce que ça dépend de la santé de la population aussi. C'est du moins il y a des maquis aux alentours. Ou eux-mêmes qui sont même là, ils sont à côté, ils ne sont pas loin. C'est les eaux et forêts. Là où on a stocké, c'est les autorités. Ils peuvent même voir le problème pour nous. En entendant que les autorités en charge de ce site se prononcent sur la question, ce sont les habitants qui prennent les pots cassés. Un appel est donc lancé aux autorités pour que ce problème trouve rapidement un début. La suite de ce journal, éboulement dans les mines. Le gouvernement rappelle aux gouverneurs des régions les mesures prises pendant la saison hivernale pour éviter les risques d'éboulement. Dans sa récente déclaration, le ministre en charge des mines, Boubacar Ba, dit attaché du prix au respect strict de ces mesures. Rappelons que en début de semaine, 2 personnes ont trouvé la mort dans l'éboulement survenu sur un site minier à Djibo. Du sport, les acteurs du championnat national du football ont été récompensés hier au cours de la nuit des lauréats 2015. Environ 28 prix ont été décernés. Retour sur l'événement dans ce reportage signé Hassan Nakrou. Nous allons demander
10 millions de francs CFA plus le trophée du champion national de la saison 2014-2015 pour le Racing Club de Bobo Dioulasso. 10 millions de francs également pour l'Union sportive des forces armées USFA, le trophée de la Coupe du Faso et une moto. Des trophées, des attestations et une somme d'argent ont été au cœur de cette nuit des lauréats, édition 2014. Un pari gagné selon le premier responsable en charge du sport. Je me réjouis du pari gagné car toutes les compétitions ont pu se tenir avec des résultats forts, éloquents. C'est le lieu pour moi de féliciter toute l'équipe fédérale pour les résultats enregistrés au niveau interne et au niveau international. Promesse exaucée selon le président de la Fédération burkinabé de football avec l'annonce de l'augmentation des bourses dès la saison prochaine. Je veux dire que c'est une application simplement du programme que nous avions soumis aux clubs et aux ligues avant d'être élus à la fédération. Nous nous étions engagés à ce que d'ici la fin du mandat, la subvention qui était de l'ordre de 3 millions passe à 10 millions. Et c'est simplement la concrétisation de cette promesse. Meilleur buteur, meilleur meneur de jeu, meilleur latéral, tous ont été récompensés, chose qui apportera beaucoup de changements dans leur carrière selon les lauréats. Avec ce prix que m'a donné, ça m'a touché un peu quoi. Il va essayer de travailler plus encore et viser loin quoi. Parce qu'il y a eu un prix, ça me dit que de travailler plus encore pour gagner un autre trophée l'année prochaine. Ça va beaucoup m'apporter. Bon, ce prix va beaucoup me donner la confiance et vraiment ça va m'encourager encore à travailler plus, à aller de l'avant. Bon, voilà, ce prix va me donner du tonus à vraiment bosser pour grandir encore plus. Parce que lorsque tu es nominé, tu as un prix comme ça, tu n'as pas le choix que de travailler pour garder soit ta forme et encore monter en puissance. Donc c'est seulement le travail que ce prix me met sur la route du travail, c'est seulement bosser. Au total, 28 prix ont été attribués avec des attestations aux meilleurs acteurs de la saison sportive 2014-2015 au cours de cette nuit des lauréats. À présent, la page invitée de ce journal et nous recevons sur ce plateau Michel Soma, qui est le coordonnateur national de la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés. Bonjour Michel Soma. Bonjour madame. Alors, le Burkina Faso accueille des réfugiés, précisément des réfugiés maliens, depuis le début de la crise malienne en 2012. Alors, on entend beaucoup parler de plusieurs sites d'accueil. Précisément, dites-nous où est-ce qu'on peut localiser ces différents réfugiés. Merci bien de nous donner l'opportunité de s'entretenir avec vous sur les réfugiés au Burkina Faso. Effectivement, on entend parler beaucoup de sites de réfugiés. Il faut se dire qu'avec la crise malienne en 2012, on avait 4 principaux sites. Donc, celui de Goudebo, dans la province de Sénodori, celui de Mentao, à Ngibo, dans la province de Soum, celui de Demba, ça c'est au niveau aussi de Soum, et il y avait le camp de réfugiés de Sanyoro dans la commune rurale de Pabri. Mais en plus de ces différents camps, il y a aussi, il faut noter qu'il y a les réfugiés au niveau de la ville de Bobo. Et il y avait ceux qui vivaient aussi dans la ville de Ouagadougou. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, donc nous n'avons que 2 principaux camps, à savoir celui de Goudebo à Dori et celui de Mentao à Gibo. Et nous avons procédé à la fermeture du camp de Sanyoro dans la commune rurale de Pabri dans le mois d'avril passé. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'actuellement, l'entretien d'un camp, ça coûte excessivement cher. Et actuellement, avec l'éclatement de nouveaux foyers de tension dans le monde, il y a l'urgence un peu partout. Et que les réfugiés maliens donc, ne constituent pas une priorité pour les bailleurs de fonds. Donc, on a décidé de consolider les camps, c'est-à-dire qu'on a relocalisé tout ce qui était à Sanyoro, donc vers les camps du Sahel pour leur meilleure prise en charge. Alors, parlons de chiffres. Combien de réfugiés maliens est-ce que le Burkina accueille à ce jour? Voilà, à ce jour, nous avons environ 33 900 réfugiés. Donc au départ, on avait plus de 100 000. Mais au jour d'aujourd'hui, selon les dernières statistiques du mois de juillet, nous avons 33 900 environ.
Alors, parlons à présent de leur situation. Quel est l'état de la situation de ces réfugiés sur le plan humanitaire? Qui est-ce qui prend en charge leur nourriture, le logement et tout? Merci. Je pense qu'il faut en tout cas réaffirmer ici l'engagement de l'État burkinabé à accorder l'asile et la protection nécessaire en vertu de ses engagements internationaux. Notre pays est à partie des engagements et conventions en matière de gestion des réfugiés. Et jusqu'à présent, en tout cas avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'ensemble des partenaires au développement du Burkina Faso, on arrive en tout à honorer nos engagements. Et en ce qui concerne l'assistance dont vous avez parlé, il y a le PAM donc, qui s'occupe de l'assistance en vivres et le numéraire. Parce que chaque réfugié, c'est-à-dire que chaque réfugié pris individuellement a droit à un certain nombre de kilos donc de vivres par mois et du numéraire 3500 par individu. Là, selon les standards du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours de la semaine, il y a eu des travaux du groupe de travail sur l'accord tripartite de rapatriement volontaire des réfugiés maliens. Alors, il a été question de discuter un peu de comment est-ce que ce rapatriement volontaire va s'organiser, des travaux qui ont pris fin hier, si je ne m'abuse. Et vous étiez également, vous avez participé à ces travaux. Dites-nous à quelle conclusion est-ce que vous avez abouti? Je leur rappeler que c'est la deuxième réunion de la commission tripartite donc, sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens. La première s'est tenue les 7 et 8 avril dernier à Bamako. Et là, cette commission, il faut rappeler, est une recommandation de l'accord tripartite qui a été signé le 9 janvier plutôt, 2015 à Ouagadougou entre les deux gouvernements, à savoir celui de la République du Mali et du Burkina Faso et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc cette commission a pour but de traduire en action concrète les différentes étapes de la mise en œuvre de ce processus de rapatriement volontaire. Donc on a passé en pain fin les revues, faire l'état des lieux de la situation tant sécuritaire que humanitaire au niveau du Mali, la situation actuelle des réfugiés au Burkina Faso, c'est-à-dire la protection, les prises en charge, et on a élaboré un plan d'action pour mettre en œuvre, en tout cas, le processus du rapatriement volontaire des réfugiés maliens. Alors, présentement, est-ce qu'il y a des volontaires maliens même qui sont désireux de regagner leur pays? Je dirais que tous les réfugiés d'abord sont désireux de regagner leur pays, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est réfugié. Vu donc la situation donc, maintenant, au Mali. Voilà. Actuellement, maintenant, il y a les conditions pour qu'il y ait un rapatriement volontaire organisé. Donc, il faut que les conditions soient réunies. Et la condition sine qua non, c'est la sécurité. En plus de la sécurité, maintenant, il y a les conditions maintenant minimales, vitales dans les zones de retour. Voilà. Sinon, tout réfugié aspire d'abord à repartir chez lui, parce qu'on est mieux toujours chez soi. Mais les conditions étant, avec ce que nous venons de connaître aussi, naturellement, que vous imaginez que, bon, en tout cas, les avis sont un peu réticents. Alors, le 15 mai dernier, les différents acteurs qui, dans ce conflit malien, sont parvenus à la signature d'un accord de paix, un accord que certainement vous avez dû applaudir. Naturellement. Donc, avec la signature de l'accord de paix, c'était le 15 mai, et ça a été parachevé le 20 juin par l'ensemble des partis. Ceux qui ne l'avaient pas fait le 15 mai l'ont fait le 20 juin. Et donc, nous, on fonde vraiment un grand espoir là-dessus. On se dit qu'avec ces efforts de consolidation de la paix et de la sécurité, donc on pourrait, en tout cas si tout se passe comme prévu, voir le bout du tunnel. Parce que 4 ans déjà qu'on gère les réfugiés maliens sur le territoire, non seulement ce n'est pas facile pour eux-mêmes, parce que nous les côtoyons tous les jours, nous savons que ce n'est pas du tout facile. Et tout le monde a l'espoir sur cet accord pour en tout cas sa concrétisation effective. Et on espère que, en tout cas dans les meilleurs délais, tout va se concrétiser pour qu'ils puissent regagner librement chez eux et reviendront au Burkina Faso peut-être en touriste. Et là, on serait plus, en tout cas, content de les recevoir.
Alors, il y a 4 ans, bien sûr, qui sont toujours sur le territoire burkinabé. Est-ce que, au niveau de l'insertion même de ces différents réfugiés, est-ce qu'ils sont acceptés par les Burkinabés? Naturellement, nous nous réjouissons et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de saluer nos frères et sœurs qui ont décidé, accepté de partager tout avec leurs frères et sœurs en difficulté, qui ont été obligés de quitter ce jeu de manière douloureuse. Pour le moment, les difficultés ne manquent pas, mais pas des incidents majeurs. Nous prenons la ville de Bobo, par exemple, il y a plus d'1 millier de réfugiés maliens qui y vivent, mais pour le moment, la cohabitation se passe de manière, en tout cas, pacifique. Aussi, dans la région du Sahel, qui est une zone habilitée, en tout cas, réputée comme zone d'élevage, nos réfugiés, la plupart aussi, sont des éleveurs, mais pour le moment, la cohabitation se passe bien avec aussi les frères burkinabés. En tout cas, nous nous réjouissons de cette ambiance enfant qui se mène sur le terrain. Alors hier déjà, on apprenait qu'il y a eu une attaque au centre de Bamako, une attaque certainement que vous avez dû suivre, une attaque qui s'est soldée par 12 morts, ce qui veut dire que la situation au nord du Mali n'est toujours pas encore résolue. Donc nous avons suivi aussi à travers les médias, je pense au niveau de Mopti, voilà ces attaques et que nous déplorons tous. Et bon, ce n'est pas des situations qui nous donnent, tu augures le lendemain meilleur quand c'est des situations comme ça. Et donc, au niveau des réfugiés, ils sont toujours inquiets. Ça ne fait que renforcer les inquiétudes quand il y a ce genre d'attaque. Mais bon, nous avons quand même, faisons confiance à l'État malien et à la communauté internationale et que les efforts, en tout cas, doivent être déployés pour pacifier ces zones, pour leur permettre de retourner ces zones, dans la dignité et dans la sécurité, bien sûr. Alors, la CONAREF s'occupe également d'autres réfugiés venant d'autres pays. Alors, parlez-nous un peu de ces différents réfugiés. De quel pays est-ce qu'ils viennent? Donc, la CONAREF, il faut relever que c'est depuis, en tout cas, un quart de siècle, depuis plus de 20 ans que la CONAREF reçoit des réfugiés. Maintenant, c'est avec l'arrivée des réfugiés maliens en grand nombre que les gens voient les réfugiés. Sinon, il y a une dizaine de nationalités. Là, ce serait fastidieux de les citer tous ici, mais je sais qu'il y a des Congolais, les 2 Congos, il y a les Tchadiens, il y a les Centrafricains, il y avait les Rwandais, il y en a d'autres qui sont toujours sur notre territoire. Donc, il y a les Ivoiriens, il y a les Togolais, et j'en passe. Est-ce que l'insertion est aussi facile que pour les autres réfugiés? Bon, la plupart de ces réfugiés sont ce que nous appelons les réfugiés urbains. Ça veut dire qu'ils sont dans la ville avec nous. Généralement, ils habitent dans les zones urbaines, que ce soit à Ouagadougou, Bobo ou Eguia. Et bon, la plupart, en tout cas, arrivent à s'intégrer. Donc, en tout cas, je peux vous donner des exemples. Il y a des médecins parmi eux, il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants surtout. Donc, pour le moment, Dieu merci, ça se passe, mais avec des difficultés. Parce qu'il ne faut pas occulter ça aussi, que quand on n'est pas ce soir, et maintenant l'emploi étant la chose la plus recherchée par tous, donc ce n'est pas facile de se trouver un emploi, surtout qu'il ne peut pas avoir accès à certaines fonctions. Mais nous le connaissons, nous prenons acte de ces activités, de ces difficultés, et nous travaillons avec notre partenaire privilégié, le HCR, pour leur intégration. Alors Michel Soma, nous sommes au thème de cet entretien. Merci pour d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes donc au terme de cet entretien. L'invité du jour était Michel Soma, le coordonnateur national de la Commission nationale pour les réfugiés CONAREF. Merci à vous qui avez suivi ce 13h. Très bonne suite de nos programmes.